On en parle bien peu à présent et pourtant, le conflit en Ukraine est loin d'être terminé. Il est vrai que les violences sont devenues dans l'ensemble moins intenses depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 1er septembre, même si on constate depuis quelque temps, depuis quelques semaines, une recrudescence des combats dans l'est du pays. C'est un conflit, je vous le rappelle, qui a fait plus de 8000 morts depuis avril l'année dernière. Alors, on fait le point sur ce conflit avec nos deux invités, Magdalena Dębinska, qui est professeure de sciences politiques et membre du Cerium. Bonjour. Bonjour. Et Pierre Jolicoeur, professeur de sciences politiques et spécialiste de la politique étrangère russe au Collège militaire royal du Canada à Kingston. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, avant de vous donner la parole, je vous invite à écouter ce que Frédéric Lavoie, journaliste indépendant, a enregistré pour nous. Frédéric Lavoie a séjourné en Ukraine, est allé sur le terrain dans l'est du pays et vient de faire paraître Ukraine à fragmentation. Alors, je vous invite à écouter ce qu'il a préparé pour nous. J'ai passé un mois en Ukraine au début de l'année 2015 à couvrir le conflit dans l'Est, mais aussi je suis allé un peu partout dans le pays pour vraiment comprendre la dynamique que menait ce pays qui était en paix jusqu'à novembre 2013 à la guerre actuelle qu'on connaît dans le Donbass, qui a fait jusqu'à maintenant plus de 7000 morts. Et ce que j'ai compris, c'est qu'on ne peut vraiment pas dissocier les événements qui ont mené à la chute de Viktor Yanukovych, le président, en février 2014, de ce qu'on connaît aujourd'hui dans le Donbass. C'est vraiment un fil d'événements qui ont enclenché le suivant parce qu'il n'y a personne d'un côté comme de l'autre qui a vraiment réussi ou voulu arrêter ces événements-là, arrêter la tragédie qu'on connaît aujourd'hui. Donc, on a commencé finalement avec des manifestations, des gens qui étaient pro-européens, qui voulaient se dissocier de la Russie, mais on a commencé à avoir de la violence qu'on n'avait jamais vue en Ukraine au cours des 25 années d'indépendance du pays. On a commencé à avoir des petits événements de violence qui ont dégénéré. Et ensuite, on a des nationalistes qui ont pris le pouvoir, des gens qui ont voulu montrer à l'est du pays russophone qu'ils ont voulu imposer leur agenda ukrainien, ukrainophone entre autres. Et ça a fait peur à l'est de l'Ukraine. Une des premières décisions qui a été prise au lendemain de la Révolution, ça a été d'abroger une loi sur les langues régionales, qui donnait un statut aux Russes dans les régions russophones. Et ça a enragé les gens de l'Est et les gens de Crimée, et ça a vraiment été un déclencheur du conflit actuel. Au départ, les gens dans l'Est sont sortis dans les rues avec l'intention de faire savoir au gouvernement qu'ils ne voulaient pas de cette loi-là. Le gouvernement a compris, ils ont tassé cette décision-là, on a gardé la loi sur les langues, mais il était trop tard parce qu'à ce moment-là, la Russie a compris qu'elle pouvait venir s'impliquer dans le conflit et donc elle a exacerbé les tensions qui étaient déjà là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sans les gestes sans le sentiment de vainqueur qui peut tout se permettre à Kiev, les gens dans l'Est n'auraient peut-être pas accueilli les Russes de la même façon. Donc les Russes sont arrivés dans un terreau fertile. Et au cours des derniers mois, en fait, dans l'année qu'a duré ce conflit jusqu'à maintenant, eh bien, les gens du Donbass se sont sentis de plus en plus aliénés face au gouvernement de Kiev parce que chaque jour, ils voient des bombes qui leur tombent sur la tête. Oui, les rebelles tirent des bombes, évidemment, mais il y a leur propre gouvernement qui leur tire des bombes sur la tête en disant les libérer. D'accord, c'est honnête. Sauf que ça ne fait que les aliéner davantage et ça fait en sorte qu'ils ne veulent pas, qu'ils ne se voient pas redevenir demain matin des citoyens d'Ukraine. Où on en est aujourd'hui, on en est dans un conflit qui se dirige peut-être vers un gel. Il y a encore certaines tensions, encore certains morts à chaque jour. Il y a toujours des menaces qu'on ait un regain de tension, mais c'est un peu le mieux qui pourrait arriver finalement, un gel de ce conflit-là, parce que je ne vois pas comment on pourrait le régler comme ça du jour au lendemain, parce que l'Ukraine veut reprendre tous les territoires et les séparatistes ne veulent pas laisser ça passer. Alors, on va voir ce qui va se passer, mais le gel de ce conflit est probablement le mieux qu'on peut espérer pour une paix, du moins, qui restera un certain temps.
Alors, c'était Frédéric Lavoie, journaliste indépendant. Alors, il conclut là-dessus, il parle de la possibilité, de la forte probabilité qu'il y ait un conflit gelé en Ukraine, c'est-à-dire que le conflit soit à toute fin pratique terminé, apaisé, mais sans traité de paix, sans véritable solution politique. Est-ce que c'est en train de devenir le cas? Je vous pose la question à tous les deux, mais je commence avec vous, Magdalena. Oui, effectivement, je pense que ça s'en va vers un conflit gelé dans la mesure où je ne vois pas à court ou moyen terme une solution au conflit. Toutefois, pour qu'il y ait conflit gelé, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu qui tienne. Puis pour le moment, on ne voit pas ça non plus. Mais la solution, à court ou moyen terme, je ne vois pas vraiment la solution au conflit. Donc le conflit gelé est le scénario le plus probable. Le scénario est le plus probable, oui. D'accord. Pierre Jolicoeur. J'irai un peu dans le même sens. Pour qu'il y ait conflit gelé, en fait, l'appellation conflit gelé est un peu mal nommée. Généralement, le conflit a toujours cours, il n'y a pas de traité de paix. Oui. C'est le processus de paix, en fait, qui est gelé normalement. Donc, dans ce contexte, il y a des négociations, on essaie de trouver une solution, mais les parties sont plus ou moins de bonne foi. Et finalement, le conflit perdure. Et c'est ce qu'on observe pour l'instant en Ukraine, à tout le moins, comme les autres conflits gelés de l'ex-URSS ou sur le pourtour de la Russie. Qui sont en Géorgie, en Moldavie et en Azerbaïdjan et à la frontière arménienne également. Donc, quand vous parlez du processus de paix, on parle essentiellement des accords de Minsk, je suppose. C'est des accords qui ont été signés une première fois l'année dernière. On a une nouvelle version qui a été approuvée en janvier dernier. Il y a plusieurs choses là-dedans, mais pourquoi ça achoppe essentiellement ces accords? Première des choses, c'est que sur le terrain, il y a quand même de la violence. Donc, le cessez-le-feu ne fonctionne pas vraiment. Donc, c'est une condition préalable à l'application des accords de Minsk. Les applications, il y a beaucoup de choses qui doivent être prises, des décisions prises à Kiev. Par exemple, la chose qui a de la difficulté à passer, c'est la décentralisation de l'Ukraine. Il y a une proposition sur la table, ça a passé, la première lecture a été faite au Parlement en fin août cette année. Mais pour que la décentralisation ait lieu, il faut un amendement constitutionnel, donc il faut avoir 300 députés qui votent pour. Et ça, c'est difficile à obtenir. Pour le moment, bloc de Poroshenko, le gouvernement n'a pas pu assurer cette majorité-là. Et pourquoi ça ne fonctionne pas? Enfin, il y a de l'opposition à la décentralisation. L'opposition politique en Ukraine même. En Ukraine même, oui, il y a une opposition à la décentralisation, surtout que dans l'amendement proposé, il y a une clause, il y a mention d'un statut spécial ou en tout cas une façon de faire spéciale pour les régions de Donetsk et Lugansk. Et c'est là, en fait, que l'opposition, mais même aussi au sein de la coalition, il y a des membres qui sont contre ceci parce qu'on a peur que c'est une voie vers la future sécession, séparation. Donc, on ne veut pas donner de l'Est et on veut garder l'unité. C'est ça. Puis il y a aussi une peur de l'effet domino éventuellement, puisqu'on sait qu'à l'ouest du pays, à la région de Transcarpathie, qui, elle aussi, depuis des années, en fait, il y a un mouvement autonomiste des Hongrois, mais aussi des Ruthènes, qui est soutenu par la Russie, d'ailleurs. Oui, et ça, c'est du côté de Kiev, mais évidemment, et c'est vrai qu'on a tendance à focusser, à attarder notre attention surtout sur la Russie et les rebelles qui se montraient intransigeants, mais on comprend qu'il y a des blocages aussi en Ukraine même. Tout à fait. Oui, enfin, pour rajouter sur ce qui vient d'être dit, la lecture, la première adoption de ce projet de loi sur la décentralisation ne peut passer que grâce aux partis d'opposition. Pour vous montrer jusqu'à quel point il y a de l'opposition en Ukraine, c'est que... Au sein même du pouvoir. Au sein même du pouvoir, dans le bloc, dans la coalition qui est au pouvoir, 3 des 5 partis ont quitté le navire parce qu'ils s'y opposaient. Donc, c'est grâce aux partis d'opposition qu'on a pu adopter cette décentralisation. Oui. Et là, évidemment, ça, c'est du côté ukrainien, mais on se pose également la question sur les motivations de la Russie. Parce qu'évidemment, la Russie a directement ou indirectement un rôle dans ce conflit et dans ces négociations. Elle est une partie des accords de Minsk. Que veut la Russie, essentiellement, en Ukraine et à travers ce conflit-là? Alors, d'une certaine façon, c'est probablement de neutraliser l'Ukraine. C'est certainement la réponse la plus simple à votre question. L'Ukraine qui, selon le pouvoir politique du moment, pouvait être tantôt pro-russe et orienter sa politique étrangère sur les orientations souhaitées par Moscou, ou
pro-occidentale, pro-Union européenne. Et il faut savoir que ce qui a déclenché toute cette crise il y a 1 an et demi, un peu plus d'1 an et demi maintenant, c'était la volonté de signer un accord d'association avec l'Union européenne. Alors, c'est ce qui a déclenché le tout. Et d'un point de vue de Moscou, si l'Ukraine se rapproche des puissances occidentales, eh bien, Moscou voit les relations internationales dans un sens très réaliste, je dirais, où le jeu de compétition entre les puissances internationales, c'est un peu un jeu à somme nulle. Si mon ennemi ou mon opposant gagne en influence, ça ne peut se faire qu'à mon détriment. Alors la Russie s'oppose à ce qu'il y ait un rapprochement entre l'Ukraine et l'Union européenne qui pourrait aussi signaler l'ouverture d'un rapprochement avec l'OTAN. Mais d'une certaine façon, est-ce que c'est pas ce qui est en train de provoquer la Russie en créant une radicalisation ou en étant un repoussoir finalement? Est-ce que l'Ukraine, en se radicalisant contre la Russie, n'est pas en train de tomber dans le giron européen, Magdalena? En même temps, la Russie, je suis tout à fait d'accord qu'il s'agit de neutraliser l'Ukraine. Je pense que le scénario optimal pour la Russie serait non pas un conflit gelé ou un conflit, mais une décentralisation avec un statut spécial à la région Donbass, avec un genre de droit de veto sur la politique étrangère de l'Ukraine. C'est d'ailleurs ce qui était proposé dans le mémorandum cosaque en 2002 à la Transnistrie, mais qui a été refusé par la Moldavie, et de la même façon serait refusé probablement par l'Ukraine. Mais il y a malgré ce qui est paradoxal, c'est qu'en fait, le fait qu'il y a l'instabilité à l'Est, la Russie, avec la Russie à l'Est là-bas, l'Ouest, en fait, continue quand même de se rapprocher de l'Occident. Donc, en fait, les buts de la Russie, pour le moment, ne sont peut-être pas tout à fait... C'est un intéressant effet pervers. Alors, il provoque un peu ce qu'il voulait chercher à éviter. Mais voilà. Vous avez raison de le souligner. Alors, effectivement, surtout en enlevant le morceau de la Crimée. Et maintenant, évidemment, lorsqu'il y a des élections en Ukraine, il n'y a plus de contrôle du pouvoir sur les provinces de l'Est. Alors, forcément, le reste de l'Ukraine, ceux qui votent, ceux qui participent au pouvoir, eux, sont davantage pro-occidentales, puisqu'il y a maintenant 5-6 millions de personnes qui ne participent plus aux activités politiques. Tout à fait. Magdalena Dembicka, Pierre Jolicoeur, merci beaucoup. Merci également à Frédéric Lavoie qui vient de faire paraître, je vous le rappelle, Ukraine à fragmentation, qui vient de paraître aux éditions La Peuplade.